Salut tout le monde, bienvenue au Lab Secret. Monsieur Page, bonjour. Bonjour, Monsieur Nolin. Comment ça va? Ça va bien. Content de te retrouver. Moi aussi. Merci aux gens qui ont syntonisé le premier épisode. On avait eu beaucoup de plaisir à le faire. On a eu beaucoup de gens qui l'ont écouté. Beaucoup de bons commentaires. Une personne ou deux perdues au travers. Et un certain... Ce qui arrive toujours. Oui, à l'occasion. Et un certain Laurent T.I.K. qui nous a apporté un commentaire positif, je te dirais, et qui demande des éclaircissements. Parce qu'il y a des choses qui se sont dites à cette émission-là il y a 8 ans. On va les écouter. Dans bien des cas, il y a des données télémétriques, c'est-à-dire que parfois l'objet va apparaître sur le radar. On sait que certains avions sont équipés de radars. Ils ont également des petites balises de proximité. Si l'OVNI est trop près de l'avion, il va avoir cette balise de proximité qui risque de se déclencher à ce moment-là. Et bien sûr, donc au-delà de ces équipements télémétriques, de ces données télémétriques, l'observation, la collecte des données sur le vif, il y a bien sûr la qualité des observateurs. Oui. Parce que les pilotes, généralement, sont des gens aguerris. Ils savent reconnaître un autre avion en vol. Ils savent à quoi ressemble un avion sur lequel se reflète la lumière du soleil. Alors que nous, souvent au sol, on peut être dupé par ce genre de phénomène. Eux, généralement, savent reconnaître. Comme on dit, ils ne prennent pas des vessies pour des lanternes. OK. Voici ce qui s'est dit la semaine passée au Lab Secret. Ouais. Le préjugé positif, c'est de nous faire croire que parce qu'on est un pilote, ou parce qu'on est un policier, ou parce qu'on occupe une position libérale, on est un médecin, un avocat, on est un notable. On ne dit que la vérité. Que ces gens-là sont de meilleurs observateurs. Ouais. Alors que c'est faux. Toutes les études, quelles qu'elles soient, unanimement à 100%, toutes les études qui ont été menées montrent que si l'observateur ne sait pas ce qu'il regarde, ses perceptions, ses évaluations en termes de distance, de mouvement, de rapidité risquent d'être faussées. Bref, devant l'inconnu, on est tous égaux. C'est quoi ces deux bouffons-là? Là? Moi, je rencontre dans la rue, il y a un coup de pied dans la gorge qui se perd. Là. Donc, Laurent a un peu raison. Un peu raison. Ouais. Ça donne un peu l'impression qu'on parle des deux côtés de la bouche. Ouais. Mais je te ferai remarquer que dans l'extrait de la semaine dernière, j'ai pas parlé du témoignage, j'ai parlé de la description, c'est la qualité de l'observation. Et Laurent a tout à fait raison. Et ça demande une précision. Quand on parle du témoignage, généralement, on parle du témoignage en général. C'est le témoignage. Oui. Mais en réalité, le témoignage se sépare en deux volets. On a la crédibilité du témoignage et l'acuité du témoignage. Ah, OK. Donc, au niveau de la crédibilité, c'est un peu dans le premier extrait ce que j'expliquais. On est un pilote, donc ce sont des gens qui sont chevronnés. Et bien sûr, un pilote, ça ne veut pas dire que des pilotes ne peuvent pas mentir, on s'entend bien, ou des policiers. Mais on comprend qu'un pilote qui va rapporter une observation d'OVNI, il doit faire face éventuellement au colibet de ses collègues. Oui. Il va faire face également à il rapporte ça dans un témoignage, un document. Évidemment, ses supérieurs vont le questionner sur la nature de l'objet qu'il a observé. Donc, il mise gros. Sa carrière de pilote est en jeu. Il mise sur sa crédibilité. Ouais. Et c'est exactement la même chose avec un policier. Lorsqu'un policier, on en a déjà parlé à l'émission, des histoires de fantômes qui avaient été observées par des policiers, un poltergeist, entre autres, à St. Catharines, en Ontario. Lorsque les policiers rapportent ces informations dans un rapport de police, évidemment, c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont bel et bien été témoins de quelque chose de fantastique. Et puis rappelons que c'est pas un ou deux. Dans le cas de St. Catharines, c'était plusieurs. Donc, au niveau de la crédibilité, et c'est là qu'il faut, lorsqu'on parle du témoignage, la crédibilité d'un pilote, la crédibilité d'un policier, elle est, somme toute, plus élevée qu'un citoyen lambda. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'un policier, parce qu'on peut toujours se dire pourquoi est-ce qu'il raconterait une histoire semblable. Oui, le citoyen lambda, évidemment, il pourrait vouloir devenir la nouvelle coqueluche du monde des ovnis, une nouvelle vedette, écrire un livre, etc. Ou il peut y croire aussi. Là. Oui, il y a des gens bien attirer l'attention, mais peu importe. Il peut y avoir une foule de motivations qui fait que quelqu'un va raconter une histoire fantastique. Alors qu'un pilote ou un policier, il mise gros lorsqu'il va raconter un truc semblable. Donc, généralement, on peut dire que la crédibilité est plus élevée. En revanche, je maintiens ce qui a été dit la semaine dernière, à savoir que devant l'inconnu, on est tous égaux. Et pourquoi? Parce que quelqu'un avait déjà mentionné à quoi sert l'honnêteté d'un témoignage quand c'est son acuité qui compte. Et c'est exactement ce qu'il faut retenir. Toutes les études, et je t'ai amené un document d'ailleurs qui est sorti il y a 2 ans maintenant, qui est une méta-analyse de l'ensemble des témoignages, notamment dans le domaine des ovnis, qui montre bien que quelle que soit notre formation, si on ne sait pas ce que l'on observe,
on risque de faire des évaluations qui seront tout à fait erronées. Un pilote, par exemple, et je l'ai bien mentionné, un pilote dans un avion peut reconnaître un autre appareil. Si c'est un pilote de chasse ou un pilote d'aviation civile, il va reconnaître au loin un Airbus 320 ou un autre chasseur F-16 ou un F-18. Il sait reconnaître ces appareils-là. Il sait également à quoi ressemble, par exemple, le reflet du soleil sur le fuselage d'un Airbus 320. Ouais. Mais si le témoin ne voit qu'une lumière dans le ciel, il n'a absolument aucune idée de quoi il s'agit. Et à ce moment-là, il lui est impossible, sans référence, il lui est impossible de savoir si cette lumière se trouve à 10 km ou à 100 km. Et c'est vrai pour le pilote dans son chasseur, c'est vrai pour le pilote dans son Airbus, et c'est vrai pour le chauffeur de taxi. Donc, sans une référence, on n'arrivera pas à déterminer exactement de quoi il s'agit. Et là, si on prend pour acquis, imaginons le pilote, s'il prend pour acquis que l'objet qu'il voit se trouve à 10 km, ces évaluations risquent d'être erronées si en réalité l'objet se trouve à 100 km. Donc à ce niveau-là, oui, on peut dire que sur le plan de la crédibilité, des gens qui ont plus à perdre, comme un policier ou un pilote, sa crédibilité sera plus élevée au niveau du témoignage. Mais au niveau de l'acuité, c'est ce que montrent toutes les méta-analyses. 100% des méta-analyses montrent que quand on ne sait pas ce que l'on observe, nos évaluations risquent d'être erronées. Et dans ce rapport, par exemple, on a pris des observations d'OVNI qui avait été rapporté justement par des policiers ou par des pilotes, et dont on sait exactement ce qu'il observait. On sait, par exemple, il y a un événement très célèbre dans l'histoire des OVNI, le 5 novembre 1990, je crois. Regarde-moi pas comme je le savais. Là, 5 novembre 1990, sur la France, il y a une fusée russe qui est rentrée dans l'atmosphère et qui s'est désintégrée. Donc, cette nuit-là, ça a généré énormément d'observations d'OVNI d'un bout à l'autre de la France. Mais on sait ce que c'était. C'était une rentrée d'une fusée soviétique. Et on a vu des témoignages, et parmi lesquels des témoignages de pilotes de l'aviation civile, et des pilotes également, et également des témoignages de policiers qui disaient « Oui, j'ai vu l'objet, il passait au-dessus de la forêt, par exemple. À mon avis, il était à peu près à 500 mètres d'altitude. » Et pourtant, c'était la désintégration d'une fusée qui entrait dans la haute atmosphère. Et exactement la même chose pour les pilotes. Un pilote d'aviation civile qui rapporte et dit « Un objet est passé à peu près à 1 km de mon avion. » Non, il est à des milliers de kilomètres de son avion lorsqu'il a. Donc, on voit qu'au niveau de l'observation, si le témoin ne sait pas ce qu'il observe, peu importe sa formation, ses évaluations risquent d'être erronées. Et justement, cette crédibilité-là a été mise à l'épreuve dernièrement avec les gars de Corridor Crew, dont je t'ai déjà parlé dans certains épisodes. Ce sont des gars qui font des effets spéciaux. C'est une firme indépendante. Et ils ont également un canal sur YouTube qui fonctionne excessivement bien. Ils ont 7 millions d'abonnés. Wow. Puis les gars sont vraiment extraordinaires. Ils vont souvent prendre des vidéos justement d'extraterrestres. On va donner quelques semaines au lab secret. 2 semaines, on est là, nous autres aussi. Non, mais ils font juste... souvent, ils vont prendre des vidéos d'OVNI, justement, puis ils vont tenter de trouver... Ils sont arrivés en passant au même résultat que nous sur les vidéos de la semaine passée. Okay. Et ils se donnent des défis, des fois. Un défi, ça a été de créer une vidéo qui va devenir virale, qui implique un objet volant non identifié. On regarde la vidéo rapidement. Ça passe très rapidement, c'est pour ça qu'après ça, on le revoit au ralenti avec la marque autour. OK. Alors, ils mettent ça en ligne. Ils s'arrangent pour aller chercher le même codec du iPhone, donc la façon dont le iPhone enregistre ce contenant-là, c'est le même. Ils vont mettre ça en ligne. Naturellement, après quelques minutes, ça part en boule, 25, 30, 40, 100 000. Et là, les gens commencent à demander le fichier original. Lui, il est prêt. Il sait que ça va arriver. Alors, il met ça en ligne. Les gens commencent à regarder ça et ça prend 10 minutes avant que quelqu'un fasse comme... C'est pas vrai. Pourquoi? Je suis allé voir les métadonnées du téléphone, parce que dans chaque vidéo, il y a des métadonnées. Il y a un site qui s'appelle Metadata to Go. Tu vas là-dessus, tu mets ta vidéo, et ça va te sortir d'où ça vient, souvent même les coordonnées GPS et tout ça. Et c'était écrit dedans, cette vidéo est une fraude. Fait que les gars ont été déjoués par les métadatas. Mais sachez qu'il existe des outils en ligne pour savoir si un texte a été créé par l'intelligence artificielle, si une photo ou une vidéo a été créée par de l'intelligence artificielle. Et j'ai testé ça avec des textes. Okay. Juste pour voir. Okay. Et c'est là que je m'aperçois que c'est pas fiable. Parce que d'un site à l'autre, avec le même texte, il me donne des résultats différents. Je vous les présente quand même parce que c'est amusant. On commence avec ZeroGPT, qui en fait beaucoup, qui fait de l'image, de la détection d'images également. Et vois-tu, le texte qu'on va faire aujourd'hui, selon lui, est à 71% fait par l'intelligence artificielle. Je le mets dans un autre qui s'appelle humantext.pro. Ah, là, c'est toi qui l'as écrit dans celui-là. Le même texte. Mm-hmm. Et là, je m'en vais sur 2 copies.
Et là, on me dit détecteur d'IA fiable. Je clique dessus et ça me donne un résultat aux alentours de 60%, 68% IA. Je reprends le même texte, je le remets, le même texte, j'y touche pas, là. Je repèse sur le Python, il me donne un autre résultat complètement différent. Et je prends le même texte et je le mets dans humantext.pro. Et il me dit encore une fois que ça a été créé par un humain. Donc, ne prenez pas ça pour du cash, comme on dit, parce que tu peux le faire avec des photos. J'allais chercher des photos de UFO, je peux t'assurer que 100% de mes textes sont écrits par moi-même. J'en suis convaincu. Alors, cette vidéo-là me fait rire parce que regarde avec quoi on commence. On va commencer avec une image qu'on a déjà vue ici dans l'émission. Cette image-là est vraie, dans le sens que ce n'est pas un vrai ovni, mais c'est une vraie photo. Tout à fait. Donc, il analyse l'image et me dit qu'elle est à 95% vraie, cette photo-là. On vous rappelle que c'est le reflet d'une tête en avant d'un abat-jour qui donne l'impression que c'est un objet extraterrestre. Qui avait été présenté par un type qui s'appelle Luis Elizondo lors d'un congrès sur les ovnis. Et il avait déclaré qu'il s'agissait d'un vaisseau-mère photographié en Roumanie. OK. La deuxième photo qu'on vient de voir, c'est une vraie photo d'ovni que j'ai prise sur Internet et il me dit qu'elle est vraie. Mais ça ne veut pas dire que l'ovni est vrai, mais la photo est vraie. Et il a reconnu que celle-là était carrément faite par l'intelligence artificielle. Celle-là, selon moi, c'est clair que c'est de l'intelligence artificielle. Je la mets dedans et il n'est pas sûr. 70% fake. Ouais. Fait que on ne peut pas rien faire, on ne peut pas travailler avec ça. C'est non, comme... tout à fait. Alors, on va encore se fier à notre bon jugement. Et d'ailleurs, allez voir la gang de Corridor Crew en ligne parce qu'ils expliquent exactement comment faire. Et ils ont des méthodes, eux, qu'ils font pour aller améliorer l'image. Et des fois, juste en améliorant l'image, tu vois des ombres avec les vrais objets qui sont dans l'image. Et si l'objet, l'OVNI, a été finalement rajouté, ben, tu ne vois pas les mêmes contours et tout ça. Ils sont extraordinaires. Allez les voir en ligne. Ils sont vraiment, vraiment Parce que bien souvent, c'est ce que moi j'appelle le principe du Père Noël. C'est-à-dire que si je prends une photographie de mon neveu sur les genoux du Père Noël, la photographie est authentique. Oui. Mais maintenant, est-ce que le Père Noël est le vrai Père Noël? Parce qu'il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un seul. Est-ce qu'il est sur cette photo-là? Et c'est douteux. Et nous, on le connaît. Personnellement. Alors, sachez que même les détecteurs d'IA ne vous donneront jamais la vérité. Il n'y a qu'un seul Père Noël. Mais c'est amusant parce qu'à un moment donné, on se fera une émission là-dessus, mais il y a plusieurs photographies qui ont traversé l'univers des ovnis. Je pense notamment à une photographie en mai 1950, une photographie qui avait été prise dans l'Oregon par un type qui s'appelle Paul Trent à McMinnville, en Oregon. Okay. Et cette photographie, pendant des décennies, a traversé l'univers des ovnis comme étant une photo authentique. Même à l'époque, en 1967, durant une courte période, on n'entrera pas trop dans le détail, mais entre 1967 et 1968, là, pendant 1 an, 18 mois, le gouvernement américain, le département de la Défense, l'US Air Force, avait confié une espèce d'enquête parallèle sur les ovnis qu'on appelait la commission Condon. Ouais. Et la commission Condon ont étudié une 50aine d'observations d'ovnis qui avaient été sélectionnées par le département de la Défense et qui leur avaient été remises. Et parmi les enquêtes qu'ils ont menées, il y avait la fameuse photographie de Paul Trent, où on voit une espèce de soucoupe en plein jour. Et à ce moment-là, même les experts il faut quand même le dire, les experts du projet Colorado ou la commission Condon, peu importe comment on l'appelle, ces gens-là étaient des gens qui étaient particulièrement sceptiques par rapport aux ovnis. Et pourtant, ils ont conclu que cette photographie, entre autres, ou ces photographies, parce qu'il y en a 2, ces photographies étaient exactement ce à quoi on devrait s'attendre s'il y avait un grand objet qui viendrait survoler notre jardin. Voilà un peu ce qu'il disait. Il faudra attendre finalement 40 ans plus tard pour que des experts en France, avec un nouveau logiciel d'amélioration d'image, reprennent les photographies de Paul Trent, qui, elles, étaient considérées quasiment comme le Saint Graal. Dans l'univers des ovnis, les photos de Paul Trent, elles avaient passé le filtre de l'armée de l'air américaine, la commission Condon, projet Blue Book et tout le reste, elles avaient passé à travers ce tamis. Donc, on les considérait quasiment comme le Saint Graal. Et puis, comme je l'ai mentionné, 30-40 ans après, avec un nouveau logiciel, des spécialistes en France, notamment François Louange, ont repris les photographies de Paul Trent, les ont passées à travers ce nouveau filtre, et on a vu apparaître le fil qui reliait la soucoupe à des fils électriques qui sont placés au-dessus, ce qui montre clairement que les photos de Paul Trent ne sont en réalité qu'un tout petit modèle suspendu à des fils électriques qui... C'est bon voyage. Ouais. Je vous rappelle qu'à la fin de l'émission, il y aura un segment qui s'appelle « Celle-là, je la comprends pas ». Oui. Et c'est pas ce que je t'avais dit. Ça va être autre chose aujourd'hui. Alors, ça va avoir une belle surprise en vidéo. Absolument. Et je vais vous inviter d'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est, à simplement l'écrire en commentaire en dessous. Moi, je pense que c'est ça, parce que il y a des fois qu'on ne sait pas nous autres non plus ce que c'est. Non, exact. Alors, je te passe la petite machine. Oui. Parce que
On est tellement high-tech ici. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire une mise à jour sur un sujet classique? Tout à fait. OK. Aujourd'hui, je vais revenir sur le dossier de Jack l'Éventreur. Tout le monde le sait, les gens qui suivent le Lab secret depuis des années connaissent mon intérêt pour cette histoire-là. Intérêt? T'es poli, là. Oui, voilà. C'est une espèce... J'ai découvert, en fait, l'affaire de Jack l'Éventreur en 1988. C'était le 100e anniversaire des crimes. À ce moment-là, les crimes de l'Éventreur, c'est l'automne 1888. Donc, pour le 100e anniversaire... tous les médias parlaient de l'affaire de Jack l'Éventreur. Je découvre le personnage un peu. Bien sûr, je savais que c'est un tueur en série qui avait marqué l'époque victorienne, mais je n'avais pas une information très importante sur le sujet. Un intérêt marqué non plus. Non plus. Okay. Mais je me suis dit, en essayant d'appliquer mon bon principe du Sherlock Holmes, j'ai sûrement été en mesure de trouver qui était Jack l'Éventreur. Et donc, je suis allé en Angleterre à ce moment-là, et j'ai été sinon le premier journaliste étranger à avoir un accès total aux archives de Scotland Yard sur Jack l'Éventreur. Lab secret, saison 1, épisode 9, on a tes documents. Les fameux dossiers. C'est gros, là. C'est énorme. Donc, j'avais fait des photocopies de ces documents-là, j'avais ramené ça à Montréal, et là, je m'étais plongé là-dedans. Et finalement, ces documents-là ne contiennent aucune information qualitative qui permettrait d'identifier qui était Jack l'Éventreur. Donc, j'ai dû renoncer à ce souhait de trouver ce vœu pieux, de trouver l'identité. Mais pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, peux-tu nous mettre peut-être en bouche un peu qu'est-ce qui s'est passé? Oui, voilà. On va revoir l'ensemble de l'Éventreur et je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi de t'en parler aujourd'hui de cette histoire-là. Donc, les crimes de l'Éventreur, comme je t'ai mentionné, ça se passe à l'automne de 1888. Il faut quand même le mentionner, les victimes de l'Éventreur, avant que j'aille plus loin, on dit les victimes de l'Éventreur, ce sont des prostituées. Il faut quand même faire une petite précision là-dessus. Ce sont des femmes qui étaient vraiment démunies. Je pense que c'est un peu péjoratif simplement de les qualifier de prostituées. Okay. Ce sont des femmes qui sont à la rue, ce sont des femmes qui sont désœuvrées, ce sont des femmes qui ont sombré dans l'alcoolisme et souvent elles vont trafiquer leur charme pour se payer un lit dans un dortoir public, comme c'était le cas à l'époque. Donc, ce sont vraiment des démunis. C'est pas l'idée souvent que le cinéma nous entretient à propos des victimes de Jack l'Éventreur. C'est souvent des genres de prostituées avec des robes froufroutantes, des grands chapeaux à plumes. C'est pas ça. Dans le cas de l'Éventreur, on est vraiment dans la misère. Ce sont vraiment des femmes qui sont des malheureuses. Et d'ailleurs, c'est le terme qu'on utilisait à l'époque pour les définir, c'était les misérables un peu. C'était un peu comme ça, les infortunés. C'est comme ça un peu qu'on les définissait. Donc, les crimes de l'Éventreur, ça vaut la peine de revoir un peu l'ensemble de ces crimes parce que l'un d'entre eux joue un peu sur notre actualité. Donc, le premier crime se passe dans la nuit du 31 août 1888. On a une prostituée qui s'appelle Mary Ann Nichols, qui est découverte dans Box Row. Il faut quand même le dire, Box Row, c'est dans le quartier de Whitechapel, et avec le quartier voisin de Spitalfields, ce sont les quartiers les plus désœuvrés du East London. C'est vraiment la misère au maximum. Oscar Wilde qui était un contemporain de cette époque, avait dit « Si l'enfer existe sur Terre, c'est le East London. » Pour vrai? Donc, ça nous situe un peu dans le contexte. Donc, cette prostituée, Mary Ann Nichols, elle a 43 ans et elle a été éventrée. Je n'entrerai pas dans le détail de toutes les mutilations qui ont été portées sur la victime. Je pense que ce serait simplement du voyeurisme. Oui, tout à fait. Donc, Mary Ann Nichols a été éventrée. Et puis, c'est la première victime, on va le voir plus tard, c'est la première victime qu'on va appeler canonique de l'Éventreur. Et puis, une semaine plus tard, on a une autre prostituée, toujours ces infortunés, une femme qui s'appelle Annie Chapman, elle a 47 ans. Son corps est retrouvé dans une arrière-cour sur Hanbury Street, qui est dans le quartier de Spitalfields, donc le quartier voisin de Whitechapel, où on a retrouvé Mary Nichols une semaine plus tôt. Et dans le cas de Annie Chapman, les mutilations sont très sévères. Elle a été égorgée, éventrée, des mutilations excessivement prononcées. Et ensuite, 2 semaines après ce fameux meurtre de Annie Chapman, les services de police, en fait,
c'est amusant parce que ce n'est pas la police, c'est la poste centrale de Londres qui va recevoir une lettre écrite à l'encre rouge. On est à ce moment-là le 27 septembre. La lettre est datée du 25 septembre. Et sur l'enveloppe, c'est envoyé au boss. Hein? Donc, visiblement, le boss, c'est le patron de Scotland Yard. Scotland Yard, dont son vrai nom est la police métropolitaine. OK. Donc, la poste centrale de Londres reçoit l'enveloppe et l'envoie à Scotland Yard. Et la lettre à l'encre rouge en question, elle dit, bon, grosso modo, l'auteur prétend être le tueur de Whitechapel. Il dit qu'il déteste les prostituées, qu'il va bientôt se remettre à l'œuvre, que son couteau est bien affûté. Et ce qu'il y a d'amusant ici, amusant entre guillemets, bien sûr, mais ce qu'il y a d'amusant ici, c'est que dans les jours qui avaient précédé, voire les semaines qui avaient précédé, lorsque la police essayait d'arrêter Jack l'Éventreur, on n'avait pas vraiment un nom d'assassin. On faisait feu de tout bois, là, de tous, hein. Et il y avait une espèce de vision que les policiers s'étaient donnée en se disant, si l'assassin assassine ses femmes et il déambule dans les rues de Whitechapel ou de Spitalfield, il doit être couvert de sang. Donc, comment se fait-il qu'on ne le remarque pas? Parce que les mutilations étaient très sévères sur les victimes. Et là, l'idée, Scotland Yard, c'était de se dire, ces quartiers désœuvrés du East London, c'était le quartier des abattoirs. Donc, personne ne s'étonnait de voir un boucher, un employé d'abattoir, qui allait travailler le matin aux petites heures avec son tablier de cuir, ses couteaux autour de lui, qui se dirige vers les abattoirs. Et on se disait que si l'éventreur adoptait cette tenue vestimentaire, bien, lui aussi pourrait se fondre dans la foule. C'est un drôle de profilage, mais OK. Et donc, les policiers cherchaient un tueur. On lui avait donné un nom qui était Later Apron, hein, le tablier de cuir. Donc, on cherche le tablier de cuir. Ça sonne comme un film de série B des années 80. Toxique le ravageur. Toxique le ravageur. Et crois-moi, ils ont même arrêté il y avait beaucoup d'antisémitisme là-dedans. Et puis, il y avait un juif dans les quartiers de Whitechapel, employé d'abattoir, qui justement était surnommé Later Apron, le tablier de cuir. La police l'a arrêté. Là, ils l'ont questionné. Un type qui s'appelait John Pizer. Il n'y avait aucune preuve. Mais là, simplement parce que il était connu dans le quartier comme étant le tablier de cuir. Mais dans la fameuse lettre, et c'est là que c'est amusant, l'assassin a dit, bon, ben voilà, je vais me remettre au travail, mon couteau est affûté, tout le reste. Et il dit aux policiers, il dit... votre blague à propos du tablier de cuir m'a bien fait rire. Mais puisque les policiers aiment tellement trouver des sobriquets, j'en ai un tout désigné pour vous. Sincèrement vôtre, Jack l'Éventreur. Donc, une pièce de théâtre, voilà, cette affaire-là. Donc, c'est lui qui va soudainement se donner, s'affubler d'un nom. On sait aujourd'hui que cette lettre est très certainement l'œuvre d'un journaliste. Donc, c'est une mauvaise blague. Mais néanmoins, on a donné à l'assassin un nom. On a cristallisé Jack l'Éventreur. Bien sûr, et ce nom va passer à l'histoire. Wow, Ce qui nous amène un petit peu, on avance dans le temps, donc quelques jours après la réception de cette fameuse lettre qui a été reçue le 27 septembre, ce qui nous amène au 30 septembre, donc 3 jours plus tard, malheureusement, l'Éventreur, lui, le vrai, va se remettre à l'œuvre. Et cette nuit-là, il va commettre un crime qu'on appelle le doublé. Donc, 2 crimes. Donc, sa première victime est une femme qui s'appelle Elizabeth Stride. C'est une prostituée qui a 44 ans. Et son corps est découvert dans une petite allée qui mène un club social. Et elle n'a eu que, entre guillemets, elle n'a eu que la gorge tranchée. Donc, on suppose que l'assassin a été dérangé par un passant, un type qui arrivait et qui a ouvert les portes cochères. Et à ce moment-là, il aurait probablement, s'il y avait eu plus de lumière dans cette ruelle, il aurait certainement vu l'assassin à l'œuvre. Donc, c'est la première victime de l'Éventreur. Mais on peut imaginer qu'il fuit la scène de crime et même si cette première victime n'a pas eu les mutilations caractéristiques de l'assassin, visiblement, il est à la recherche d'une victime qui va lui permettre d'assouvir son espèce de désir morbide. Et donc, à peu près 1 heure plus tard, on va retrouver le corps d'une autre prostituée. Cette fois, elle s'appelle Catherine Eddowes. Elle a 46 ans. Elle est découverte sur Mitre Square. Ses mutilations sont très sévères. Le policier, Edward Watkins, qui va trouver le corps, dira plus tard, en témoignant, il va dire « J'avais l'impression d'un cochon à l'abattoir qu'on avait ouvert et qu'on avait dépecé littéralement sur le coin de la rue. » Et
cette victime, cette Catherine Eddowes, c'est très important que les gens retiennent. C'est la 4e victime de l'éventreur, mais elle va être un peu la vedette de notre conversation d'aujourd'hui. Okay. Parce que c'est à cause d'elle que l'affaire de l'éventreur a été ramenée sur le devant de la scène. Mais bon, je vais y revenir à ça. Donc, après cette fameuse nuit du doublé, les policiers vont doubler d'efforts, sans mauvais jeu de mots, on va doubler d'efforts, évidemment, et les quartiers de Whitechapel, de Spitalfield, grouillent de policiers qui font des rondes dans l'espoir de trouver l'assassin, ce qui nous amène éventuellement à la création de petites communautés. Dans les communautés locales, beaucoup se plaignent du travail de Scotland Yard. Et des gens vont trouver le moyen de se faire un capital politique autour de ça. Okay. Et c'est le cas notamment d'un certain George Lusk. George Lusk va créer une espèce de petite milice locale. Une petite police locale. Lui, toutes les occasions sont bonnes pour critiquer Scotland Yard. Il dit oui, si ces crimes avaient été commis de l'autre côté de la cité, dans les quartiers huppés de Belgravia ou de Mayfair, il est certain que l'éventreur aurait été arrêté. Mais comme c'est les quartiers désevrés de Whitechapel, de Spitalfield, bien évidemment, les policiers ferment les yeux, ils font pas leur travail, etc. Alors que moi et mes hommes, on va arpenter les rues avec des bâtons, des gourdins, et on va mettre la main sur Jack l'éventreur. Bonne chance. Mais ce George Lusk attire visiblement l'attention sur lui parce que le 16 octobre, donc à peu près 2 semaines après le meurtre de Catherine Eddowes, donc le 16 octobre, ce fameux George Lusk reçoit un petit colis. C'est une boîte enveloppée dans un papier qui est taché de sang. Quand il ouvre la boîte en question, il trouve à l'intérieur une masse de chair informe, des tissus sanglants et une lettre d'accompagnement. Et la lettre dit « Cher Monsieur Lusk ». En fait, elle débute en disant « De l'enfer ». Donc, de l'enfer. Monsieur Lusk, vous trouverez ci-joint la moitié d'un rein que j'ai prélevé sur ma dernière victime. L'autre moitié, je l'ai fait frire et je l'ai mangé. C'était délicieux. On n'a pas les mêmes références du tout, hein? Pas du tout. Hannibal. Ouais. Et là, il dit, si vous êtes patient, peut-être vous enverrai-je le couteau avec lequel je l'ai prélevé. Et la lettre est simplement signée « Attrapez-moi si vous le pouvez ». C'est très intéressant. Ça, je trouve ça plus intéressant que l'autre lettre qui avait l'air complètement façonnée. Façonnée. Mais ici, on voit que même si la presse britannique ne parle plus maintenant que de Jack l'Éventreur, l'auteur de cette lettre ne semble pas être intéressé par le sobriquet de Jack l'Éventreur. C'est un peu comme s'il nous disait « Jack l'Éventreur, c'est autre chose. Moi, je suis pas là. Moi, je suis l'assassin. Ouais. » Et évidemment, la médecine légale de 1888 n'est pas la médecine légale d'aujourd'hui. Mais on a des bonnes raisons de croire que la moitié du rein qui était dans la boîte était bel et bien celui de Catherine Eddowes. Okay. Les 2 raisons principales, c'est que l'artère rénale chez les êtres humains mesure grosso modo 3 pouces. Elle varie un peu en fonction du gabarit des individus, mais grosso modo, c'est 3 pouces. Or, dans le rein envoyé à George Lusk, on avait une partie d'une artère rénale qui mesurait à peu près 1 pouce. Or, dans le corps de Catherine Eddowes, on a retrouvé 2 pouces de l'artère rénale. Parce que dans le cas de Catherine Eddowes, on lui avait effectivement prélevé un rein, on lui avait prélevé également des organes sexuels, mais un rein. Et dans le cas du cadavre, sur le cadavre, on a trouvé une artère rénale d'à peu près 2 pouces qui correspond au pouce. Ça se tient. Et ensuite de ça, l'autre élément peut-être encore plus significatif, Catherine Eddowes était une femme qui était une alcoolique et elle était atteinte d'une maladie, un affaissement des tissus rénaux qui est propre aux alcooliques, qu'on appelle, pas propre aux alcooliques, mais dont souffrent beaucoup d'alcooliques. C'est ce qu'on appelle la maladie de Bright. Or, Catherine Eddowes souffrait de la maladie de Bright et le rein envoyé à George Lusk présentait des traces de la maladie de Bright. Plus un galion, on est proche de la vérité. Ce qui laisse supposer que c'était bel et bien le rein de Catherine Eddowes. Et à partir de la mort de Catherine Eddowes, bien évidemment, les crimes vont crescendo. Si on retourne au premier meurtre de Mary Nichols, qui a eu quelques lacérations à l'abdomen, et le dernier meurtre de Catherine Eddowes, littéralement dépecé sur un coin de rue, on voit qu'une augmentation, un crescendo dans les crimes, et la police s'attend encore à une espèce d'explosion d'horreur. On est certain que c'est toujours la même personne. C'est toujours la même personne. Et effectivement, le 9 novembre, Jack l'Éventreur va frapper une autre fois. Il y a quand même un élément intéressant ici, c'est le seul meurtre qu'il va commettre à l'intérieur. Ce qui montre bien que les polices, les patrouilles des policiers et peut-être les patrouilles de George Lusk et de ses hommes ont eu quand même un impact.
l'éventreur comprend que commettre un crime dans la rue risque éventuellement de le mettre en danger. Je comprends. Donc, le seul crime qu'il va commettre à l'intérieur, c'est celui-là, celui du 9 novembre. Il va assassiner une jeune prostituée de 25 ans qui s'appelle Mary Jane Kelly. Elle est assassinée dans son appartement. Comme il y avait, disons, la discrétion de l'appartement, l'éventreur avait tout le loisir qu'il voulait pour dépecer le corps, ce qu'il a fait, et le crime est d'une monstruosité innommable. Et après la mort de Mary Jane Kelly, cette jeune prostituée de 25 ans, les policiers sont convaincus que là, les crimes vont encore, ça va débouler et le prochain sera encore plus monstrueux. Mais contre toute attente, c'est pas ce qui va se passer. Les crimes de l'éventreur vont cesser. Il n'y aura pas d'autres crimes commis de la main de l'éventreur. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans les mois et les années qui vont suivre, il faut savoir que le dossier de Jack l'Éventreur sera officiellement fermé en 1894. Donc, 6 ans après les crimes. Mais durant toute cette période des 6 années qui vont suivre, il y a plusieurs meurtres de femmes non résolus qui vont se produire dans les quartiers de Whitechapel, de Spitalfields, que les policiers vont placer, parce que ça fait leur affaire, ils vont le placer dans le dossier de Jack l'Éventreur. OK, alors le nombre qu'on connaît de Jack l'Éventreur n'est peut-être pas le bon. Tout à fait. Quand on regarde le dossier de Scotland Yard de Jack l'Éventreur, le nombre de victimes est de 11 ou 13, un truc comme ça. Mais avec le recul, tous les experts sont d'avis que Jack l'Éventreur n'a commis que 5 de ces meurtres. C'est ce qu'on appelle les meurtres canoniques. Et ces meurtres canoniques, c'est ceux de Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes et Mary Jane Kelly. Ce sont les 5 meurtres dits canoniques parce qu'on est certain qu'ils ont été commis de la main de l'éventreur. Après la disparition de l'éventreur, tu comprends qu'on s'est lancé dans des spéculations qui était Jack l'Éventreur et pendant des générations, ça va occuper toutes sortes de Sherlock Holmes en herbe. Les livres se multiplient. Hein, il doit y avoir des airs, là où c'est lui qui est le coupable. Après ça, c'est lui. Et à un moment donné, c'est amusant parce que quand on regarde aujourd'hui avec le recul, en 2026, on a plus de 300 suspects. Hein. Si on devait faire une liste, on a à peu près 300 suspects. Toi, puis on est dedans, d'ailleurs. Oh, tout à fait. Et quelqu'un a fait une blague à un moment donné, il dit la seule personne qui n'est pas dans la liste des suspects, c'est Charlie Chaplin. Tu sais, mais bon. Mais encore là, on ne sait pas. Mais c'est à peu près bien. Les suspects, ça va de Lewis Carroll, par exemple, l'auteur du livre Alice au pays des merveilles. Oh! Parce qu'il vivait à Londres à ce moment-là. Ça va jusqu'au prince Albert Victor, le duc de Clarence, le petit-fils de la reine Victoria. Bien sûr. Bien sûr. On a déjà prince le jour, meurtrier la nuit. Ça a du sens. On a même évoqué également Vincent Van Gogh. Après tout, il fallait de la dextérité pour se couper une oreille. Oui, OK. La pratique de base. C'est ça. Donc, évidemment, à travers tout ça, bon, il y a beaucoup de suspects qui sont un peu farfelus, mais il y en a un quand même qui retient davantage l'attention. C'est important de se rappeler que même dans les archives, comme je t'ai mentionné, même en parcourant ces archives-là, il n'y a rien qui nous permet d'arriver avec une certitude en disant « voici qui était Jack l'Éventreur ». Mais à quelques reprises, en fouillant dans les archives, il y a un nom qui revient à l'occasion. Et ce nom-là, c'est celui d'un juif polonais qui vivait dans le quartier de Whitechapel au moment où les crimes ont été commis. Ce type-là s'appelait Aaron Kosminski. Donc, ce Kosminski, bon, il donne comme profession barbier, mais en réalité, c'est un individu qui vivait la plupart du temps chez son frère. Il avait des problèmes mentaux. On lui connaissait des antécédents de violence. Et éventuellement, il a été arrêté et envoyé dans un institut psychiatrique où il est décédé en 1919. Rien ne permet directement de dire c'est lui le tueur. Mais c'est vrai que... Et pourquoi son nom est sorti d'abord? Et c'est un peu mystérieux pourquoi son nom est sorti. Hein? On sait... Aucun des policiers qui vont l'évoquer, c'est intéressant de le mentionner, il y a quand même 3 policiers proches de l'enquête qui vont parler de Kosminski. Bon, l'un d'entre eux, à l'époque des crimes de l'Éventreur, le directeur le département des enquêtes criminelles, le CID, comme il l'appelait, le CID, c'est un type qui s'appelait Robert Anderson, qui était le directeur du CID. Et Robert Anderson, après avoir pris sa retraite au début du 20e siècle, donc les crimes de l'Éventreur, je le rappelle, 1888, automne 1888. Donc, on est aux alentours de 1906, 1910 à peu près, lorsque Robert Anderson décide d'écrire ses mémoires. Et qui s'intitule d'ailleurs « The lighter side of my official life », le côté le plus brillant de ma carrière officielle. Okay. Et il y a plusieurs chapitres qui sont consacrés à toutes sortes de faits divers, mais un chapitre, entre autres, est consacré à l'Éventreur.
Et Robert Anderson dit, durant ma carrière, on m'a souvent questionné à propos de Jack l'Éventreur. C'est effectivement le plus célèbre crime qui a été commis à l'époque où j'étais à la tête du département des enquêtes criminelles. Puis il dit, la plupart des gens disent, on n'a jamais arrêté l'Éventreur, il nous a échappé. C'est pas tout à fait vrai. Je sais qui était Jack l'Éventreur, mais donner son nom ici n'apporterait strictement rien. Come on. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il s'agissait d'un juif polonais et qu'il a été envoyé dans un institut psychiatrique où il est décédé. OK, c'est assez Donc clair là, de qui il parle. Il ne mentionne pas Kosminski en particulier, mais il donne des détails suffisamment importants. Or, par un concours de circonstances tout à fait incroyable, on a découvert que dans une copie de ce livre-là, The Light of Sight of My Official Life, on peut s'imaginer que Robert Anderson a fait un lancement de livre à son époque et il en a donné des copies à ses collègues de travail. L'un de ses collègues de travail était un dénommé Donald Swanson. Donald Swanson était un policier sur le terrain. Ah, OK. Or, les descendants de Donald Swanson ont retrouvé dans une vieille boîte, à un moment donné, un vieux coffre, une copie de ce livre-là, autographié par Robert Anderson, à mon bon ami Donald Swanson. Hein? Et en fouillant dans le livre, l'endroit où il était question de ce juif polonais envoyé dans un institut psychiatrique, Donald Swanson a mis en marge des notes personnelles. Il a ajouté, il a souligné le texte, et il a ajouté au côté, il dit « Oui, j'étais présent lors de son interrogatoire. Ce juif polonais s'appelait Kosminski. » Donc, lui donne ouvertement le nom de Kosminski. Et on a un autre document, donc dans la succession, après que Robert Anderson ait quitté la police, le département des enquêtes criminelles, il a été remplacé par un certain Melville McNaughton. Et Melville McNaughton, c'est lui qui va fermer le dossier de l'Éventreur en 1894. Et dans les notes qu'il a laissées, il dit, durant toute cette période, il dit, moi, quand je suis arrivé à Scotland Yard, l'Éventreur avait déjà commis son dernier crime. Il mentionne ça. Okay. Mais il dit, j'aurais bien aimé me frotter à lui. Puis là, il fait quelques commentaires, puis il dit, je crois que dans tous les suspects que les policiers ont eus à un moment donné à propos de l'Éventreur, il dit, 3 d'entre eux me paraissent être plus vraisemblables. Il dit, il y en a un, c'est un certain Michael Ostrog, un médecin russe dont on ignore les faits et gestes durant les crimes de l'Éventreur. Il dit, un avocat, Montagu John Druitt, qui s'est suicidé peu de temps après le dernier meurtre commis sur Mary Jane Kelly. Et il mentionne un juif polonais du nom de Aaron Kosminski, envoyé dans un institut psychiatrique. Donc, on a 3 policiers proches de l'investigation qui ont clairement identifié comme étant que Kosminski était un bon suspect. Mais aucun d'entre eux n'explique pourquoi ils ont jugé que Kosminski était l'assassin. Donc, on n'a pas cette information-là. OK. Et pourquoi je te parle de ça? Bien là, ça arrive à notre actualité, hein, qui rebondit. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jack l'Éventreur aurait pu être trompé par son ADN? Et c'est effectivement ce que soutient un auteur britannique. Donc, dans un livre, et ça fait un peu l'objet d'actualité, il y a d'abord en 2016, il y a un livre qui est sorti en librairie qui s'appelle, le titre est Naming Jack the Ripper, par un auteur qui s'appelle Russell Edwards. Russell Edwards est un passionné de l'histoire de l'Éventreur. Et Russell Edwards raconte qu'il a acheté aux enchères une longue pièce de tissu qu'il prétend être un châle ou une écharpe qui aurait appartenu à Catherine Eddowes. Catherine Eddowes, je te le rappelle, c'est la première de la nuit du doublé. Okay. Il dit, voilà, ce châle-là a été... j'ai acheté ce châle-là, que l'on dit être le châle de Catherine Eddowes. C'est une longue pièce de tissu, hein, ça le fait pratiquement 2,50 m de long, 8 pieds, hein, 8 pieds et demi de long, là, par 60 cm, donc 2 pieds de large. Là. Okay. Donc, c'est 8 pieds par 2 pieds, là. C'est une très longue pièce. Oui, c'est un gros char. Okay. Une grosse pièce de tissu. Donc, il dit qu'il a acheté cette pièce-là. Et il dit, après avoir obtenu le châle en question, il l'a confié à un médecin, le docteur Lou Ellinen, hein, qui est un médecin, un spécialiste de l'ADN, qui est à l'université John Moores de Liverpool. Il a donc soumis cette pièce de tissu pour une analyse ADN. Est-ce qu'il y a de l'ADN sur le tissu? Et le scientifique a effectivement trouvé de l'ADN de plusieurs provenances.
Ça fait tellement longtemps, ça passe en plein de mains. Oui, mais Russell Edwards dit, il doit s'agir du sang et du sperme. Jerry Llewellyn ne va pas aussi loin que ça. Okay. Il dit, j'ai trouvé, effectivement, il y a des sources ADN de plusieurs provenances sur le tissu. Il se garde bien de dire si c'est du sang ou du sperme, mais bref, il reconnaît qu'il y a des traces ADN. Et donc, à partir de là, Russell Edwards s'est dit, s'il y a des traces ADN, est-ce que je peux réussir à l'associer, cet ADN, à des individus précis? Ouais. Puisque le Charles a la réputation, ou la rumeur dit que c'est le Charles de Catherine Eddowes, Russell Edwards s'est dit, mon premier sujet, c'est de pouvoir prouver que le Charles est bien celui de Catherine Eddowes. Donc, il s'est mis à la recherche d'une descendante de Catherine Eddowes. Okay. Ce qui n'a pas été très difficile. Il l'a retrouvée. Elle s'appelle Karen Miller. C'est une citoyenne britannique. Et c'est l'arrière-descendante directe de Catherine Eddowes. Elle a accepté donc de fournir de l'ADN. Cet ADN a été séquencé. Ensuite, pour l'assassin, là, tu comprends que c'était plus compliqué. Il y avait un gros point d'interrogation. Tu sais, est-ce que... d'où on va, on ne sait pas c'est qui. Alors, ce que Russell Edwards a fait, il dit, puisque le suspect numéro 1, identifié par 3 policiers de Scotland Yard à l'époque, c'était ce fameux Aaron Kosminski, je vais trouver un descendant ou une descendante d'Aaron Kosminski. Le problème de Kosminski, c'est qu'il est décédé en 1919, comme je l'ai mentionné, dans un asile psychiatrique et on ne lui connaît aucune descendance directe. Oh. Donc, comme on n'avait pas de descendance directe, Russell Edwards s'est tourné, il s'est dit, je vais aller voir une proche. Et effectivement, Kosminski avait une sœur qui s'appelait Mathilda. Et Mathilda, il a retrouvé une descendante. Et donc, elle a accepté de fournir de l'ADN. Et à partir de cette analyse ADN, il l'a soumis au docteur Llewellyn, qui, lui, arrive à une conclusion qu'on est bel et bien... en tout cas, ce que nous dit Russell Edwards, c'est qu'il est arrivé avec un match de 100%. Donc, l'ADN est à 100%? Oui, c'est ça. Lui, il dit que son match est à 100%. Il a trouvé, il y a bel et bien l'ADN sur la fameuse pièce de tissu. Il y a bel et bien l'ADN de Catherine Eddowes et il y a également l'ADN de Kosminski. Mais il n'y a pas plusieurs types d'ADN? Ouais. C'est là que ça, c'est tout. Dans toutes ces histoires-là, l'important, c'est ce qu'on ne nous dit pas. Ah, OK, d'accord. et donc, dans cette histoire-là, il dit, j'ai un match parfait. Donc, quelles sont les chances de retrouver sur une même pièce de tissu le sang de Catherine Eddowes? Encore une fois, le sang et le sperme, là, ça, c'est lui. Il l'a jamais dit, là. C'est ça. Les chances de retrouver sur une même pièce de tissu le sang de Catherine Eddowes et de retrouver du sperme de Aaron Kosminski sur une même pièce de tissu si Aaron Kosminski n'est pas l'assassin de Catherine Eddowes. Okay. Donc, pour lui, la mathématique, elle est simple. 1 et 1 égale 2. Pour lui, l'affaire est classée Aaron Kosminski et Jack l'Éventreur. Mais là, il y a quand même des petits éléments, comme je l'ai mentionné, qu'on ne nous dit pas. Okay. Et c'est là que le diable se cache dans les détails. Et je t'en parle aujourd'hui parce que le fameux livre « Naming Jack the Ripper », sorti en 2016, vient d'être réédité en format poche et en français. OK. Et évidemment, avec cette réédition, l'affaire est ressortie à nouveau et j'ai vu se multiplier dans les médias des entrevues avec Russell Edwards qui continue de jurer qu'il détient le Charles de Catherine Eddowes, qu'il détient une preuve ADN et que pour lui, l'affaire est classée. Cet ADN montre que Aaron Kosminski est le tueur. Mais tout ce qu'il ne nous dit pas vient mettre un bémol très sérieux sur ces affirmations. Ah ouais, fais-moi mal. Ouais, commençons d'abord par le Charles lui-même. Ouais. Comment ce Charles-là apparaît-il? Il faut savoir qu'on est à la fin des années 1980. Il y a un type qui s'appelle David Mayville Hayes. Ce David Mayville Hayes, c'est un individu qui accepte de faire un troc avec un couple, les Dollars. Les Dollars sont les propriétaires d'un club vidéo dans l'Essex. Et en dehors de faire de la location de trucs vidéo, ce sont également des gens qui font le commerce d'objets d'antiquité qui sont liés au monde du cinéma, de la télévision et de la radio. Okay. Et ce fameux David Mayville Hayes est un passionné de l'histoire de la radio et il voit dans leur magasin une version originale du Radio Time, qui est une espèce de magazine de l'époque qui racontait un peu l'histoire de la radio à ce moment-là. Et il veut mettre la main là-dessus. Donc, il accepte de faire un troc avec eux. Il leur remet un cadre. Et dans ce cadre, il y a 2 morceaux de tissu.
deux petites pièces carrées. Et il dit que ces deux pièces de tissu proviennent d'une pièce maîtresse beaucoup plus longue, dont lui, il est le propriétaire. Oui, c'est vrai. Et il dit que cette pièce de tissu, c'est le châle de Catherine Eddowes. Mais comment a-t-il mis la main là-dessus? Et pourquoi? Et voilà. Et là, c'est ce qu'il raconte. C'est que lui, il prétend qu'il est l'arrière-petit-neveu d'un certain Amos Simpson. Amos Simpson, qui était un policier de Scotland Yard en 1888. Et ce M. Hayes dit que Amos Simpson, c'est le policier qui a trouvé le corps de Catherine Eddowes. Et il raconte que son arrière-grand-oncle, donc, aurait trouvé le corps de Catherine Eddowes, aurait pris le châle dans l'espoir, apparemment, de le donner en cadeau à son épouse. Oui. Oui, quel beau cadeau. Un beau châle avec du sperme du sang. Je t'aime, chérie. Ah, je t'aime. Non, il aurait volé le châle en question pour le ramener chez lui et l'offrir à sa femme, qui, sans surprise, n'en aurait pas voulu. Ça allait apporter, mon amour. On va dire non cette fois-ci. Je suis âgé. C'est un village des valeurs. La famille Dollars. et donc, à partir de ce moment-là, il est dans la tradition familiale. On se le passe dans la famille, comme dans la tradition familiale, comme étant le châle de Catherine Eddowes. Hey, chez nous, c'est des gâteaux aux fruits. Les autres, c'est des châles ensanglantés. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, comme je l'ai mentionné, ce Amos Simpson, quand on fait une vérification, c'est vrai, il était policier à l'époque de Scotland Yard, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a quand même plusieurs éléments qu'on doit retenir, parce qu'un policier à Scotland Yard, c'est comme dire un policier à la Sûreté du Québec. Oui, mais être un policier à la Sûreté du Québec à Rouyn-Noranda, puis être un policier à Montréal, tu comprends, il y a comme le monde entre les deux. Bon, ce fameux Amos Simpson, il était un policier à Scotland Yard, il était attaché à la division N, et la division N, c'était le district de Islington, qui se trouve un peu au nord d'un quartier qui s'appelle le quartier de Tower Inlets, où se trouvent les quartiers, en fait, c'est un secteur, Tower Inlets, c'est un secteur, où se trouvent les quartiers de Whitechapel et de Spitalfield. Okay. Lui, Amos Simpson, était plutôt du côté de Islington, un peu plus au nord. Donc, on est quand même loin des scènes de crime. Ce fameux Amos Simpson a rejoint la police de Scotland Yard en 1881, et puis quelques années plus tard, en 1868, pardon, il a rejoint la police en 1868, et en 1881, il a été nommé Active Surgeon, c'est le titre qu'il avait là, au moment d'avoir quitté la police. Et donc, ses antécédents, ou en tout cas son parcours de policier, montre que c'est un policier qui avait un parcours impeccable. Ouais. Et c'est justement le fait qu'il avait un parcours impeccable qui rend la fameuse tradition familiale dont je t'ai évoqué tout à fait douteuse. Ça veut dire qu'il serait allé sur la scène du crime, il aurait ramassé le châle, il serait parti avec? Voilà. Là, ici, il faut bien comprendre que le crime de Catherine Eddowes, ça a mal tombé que ce soit celui-là, parce que le crime de Catherine Eddowes, c'est le seul crime commis par l'éventreur qui n'a pas été enquêté par Scotland Yard. Dans une petite carte que je t'ai faite, on va voir, il y a une espèce de partie, on voit l'East London, et on voit une partie en rouge. Ça, c'est la limite de la City of London. Okay. Le meurtre de Catherine Eddowes a été commis à l'intérieur de la City of London. La City of London, un peu comme la police de Montréal, la police municipale de Montréal et la Sûreté du Québec, ce sont deux corps policiers séparés. La City of London avait son propre corps de police. Et il faut quand même le dire, la City of London, les policiers de la City of London n'avaient pas une relation très cordiale avec les policiers de Scotland Yard. Donc, déjà, on a un sérieux problème ici. Et on sait contrairement à la tradition familiale, que ce fameux Amos Simpson n'est pas le policier qui a trouvé le corps de Catherine Eddowes. Okay, ça, on n'a aucun doute là-dessus. Les rapports de police sont catégoriques et les articles de journaux sont catégoriques également. L'homme qui a trouvé le corps de Catherine Eddowes, c'est un policier qui s'appelle Edward Watkins. Et ce Edward Watkins avait une espèce de ronde policière qui lui prenait à peu près 15 minutes. À partir d'un point précis, le temps de faire sa ronde, ça lui prenait à peu près 15 minutes. Il va raconter, lors des auditions publiques, qu'il est passé sur Mitre Square à peu près à 1h30. Et à ce moment-là, il n'y avait personne. Quand il est repassé à 1h45, il a trouvé le corps de Catherine Eddowes, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, littéralement dépecé sur le coin de la rue.
Et à ce moment-là, ce Edward Watkins va prendre son sifflet pour alerter les autres policiers qui patrouillent dans les rues avoisinantes pour qu'ils viennent sur place. Une fois que ces autres policiers arrivent sur place, Watkins leur dit « Vous allez vous rendre au poste et vous allez télégraphier au supérieur pour dire qu'un meurtre a été commis sur Martyr Square. » Et à ce moment-là, il dit également à ses collègues policiers qu'ils doivent ramener un médecin légiste parce que le médecin est le seul qui peut déterminer la mort de la victime. Ouais. Et ce n'est que sur la foi de ce constat-là que le corps sera amené éventuellement à la morgue. Et puis, à ce moment-là, on ne bouge pas, là, on ne déplace rien. Toute cette action-là se fait alors que Edward Watkins ne quitte jamais la scène de crime. Exact. Donc, Il n'y a personne qui est parti avec le char, là. bon, et à ce moment-là, c'est encore plus intéressant que ça encore. Une fois qu'on a constaté que le médecin légiste est arrivé, bon, sur place, on va trouver des petits boutons noirs qui proviennent des bottillons de Catherine Eddowes. On va retrouver ça sur le sol. On va retrouver un bouton argenté qui vient de ses vêtements. On va retrouver également une boîte de graines de moutarde dans laquelle elle a placé 2 billets d'un prêteur sur gage. Elle a ça avec elle. On le trouve à terre. Elle devait l'avoir dans sa main à ce moment-là. Et il y a 2 billets pour quelque chose qu'elle a laissé à un prêteur sur gage. On sait plus tard que ce sont des bottes qu'elle aurait laissées en gage. Et ensuite de ça, le corps est amené à la morgue. Il est amené à la morgue de la City of London, hein, sur une rue qui s'appelle Golden Lane, quelque chose comme ça. Et là, à ce moment-là, un autre policier, l'agent Collard, va lui prendre, au fur et à mesure, on va déshabiller la victime pour l'autopsie. Chaque pièce de vêtement qui est retirée, l'agent Collard la mentionne dans un registre. Tout y est minutieusement détaillé, là. Les vêtements, le chapeau, les sous-vêtements, les bas, les chaussettes, tout. T'as pas dit le châle? Pas de châle. Il n'y a aucun châle. Wow. Donc, aucun châle n'est mentionné là-dessus. Donc, la seule perspective, là, c'est de s'imaginer, pour que ça puisse faire sens dans la version que nous donne Russell Edwards, c'est de croire qu'à un moment donné, un policier comme Amos Simpson, un policier qui avait un parcours impeccable, se serait retrouvé par hasard, loin de son district, dans la City of London, aurait trouvé le corps de Catherine Eddowes. Avant tout le monde. Oui. Et là, au lieu d'avertir ses collègues en voyant le corps, au lieu de dire « Oh, un meurtre a été commis », il se serait dit « Oh mon Dieu, quel beau châle! Je vais le prendre pour l'offrir à mon épouse. » Saint-Valentin s'en vient. Pas besoin de prendre la calèche, aller chercher un cadeau. Comment c'est ici? Voilà. Donc, et en même temps, on peut dire, tu sais, un beau châle, tu sais, tiens chérie, voici le châle d'une prostituée que j'ai trouvé égorgée sur le coin d'une rue. Un châle de 8 pieds en plus. Oui, c'est ça. Donc là, ici, on a un sérieux problème. Ensuite de ça, ce que ne nous dit pas toujours aussi ce Russell Edwards, déjà la façon dont le châle tombe entre les mains de la famille Simpson est absolument ridicule. Cette histoire-là ne tient pas la route. Continue à perpétrer ça. En 1993, d'ailleurs, c'est assez amusant parce que, bon, je t'ai parlé de ce fameux troc à la fin des années 80 où ce dénommé le David Melville Hayes va offrir 2 pièces de tissu en échange de Radio Times. Il dit qu'il est le propriétaire de la plus grande pièce. Il dit que ces 2 morceaux-là proviennent d'une pièce maîtresse dont il est le propriétaire, qui est soi-disant le châle de Catherine Eddowes. En 1993, ce fameux M. Hayes va confier la plus grande partie, la grosse partie, il va la confier au Black Museum de Scotland Yard. Scotland Yard, avec son Black Museum, c'est probablement l'un des musées les plus étoffés qui raconte l'histoire du crime. Et là, principalement, c'est le crime en Angleterre. Sur des galeries et des galeries, tu as toutes sortes d'artefacts, d'objets tout à fait inusités, dont notamment la fameuse lettre écrite à l'encre rouge de Jack l'Éventreur. Elle est là, au Black Museum de Scotland Yard. Donc, M. Hayes il fait un prêt. Il prête le fameux châle à Scotland Yard en disant, ben voilà, c'est un châle qui, selon la tradition familiale, serait le châle de Catherine Eddowes. Et Scotland Yard vont le présenter dans leur musée. Et avec la notion châle qui aurait, et on insiste sur le conditionnel, qui aurait appartenu à Catherine Eddowes. Ce qui est intéressant ici, c'est durant le temps où Scotland Yard détiennent le fameux châle, ils vont demander aux experts de Sotheby's, donc la fameuse maison de vente aux enchères, spécialisée notamment dans l'authentification d'objets. Et donc, on demande aux experts de Sotheby's de venir voir le fameux châle en question. Et les experts, en voyant le châle, disent
Cet objet-là est plus tardif. Il ne date pas de 1888, mais date plutôt des premières années du 20e siècle, quelque part entre 1900 et 1910. OK. Et de par sa taille, de par sa couleur, tout ça, ça n'est même pas un châle, c'est un chemin de table. Hey, un autre beau cadeau. Tu sais, si t'avais pas comme châle, tu pourrais toujours l'étendre sur la Mets son table. linge avec un petit peu de moutarde ici. Et là, ensuite, ce que Russell Edwards ne nous dit pas non plus, puis c'est peut-être le clou dans le cercueil de cette histoire-là, parce que je pense que c'est important de dénoncer ça. Ouais. C'est un truc, dans le fond, pour faire du fric. J'ai l'impression que Russell Edwards a acheté le châle, puis, bon, d'une part, il voulait avoir comme on dit, il voulait être dans la photo. Hein? Tout le monde parle de Jack l'Éventreur, il est passionné, il voulait avoir son nom au chapitre. Puis en même temps, peut-être qu'avec ses livres et ses histoires, il a voulu se rembourser un peu le prix qu'il avait déboursé pour acheter le soi-disant châle. Ouais. Quelles que soient ses motivations, c'est sûr que c'est une histoire, là, c'est une fable. Et ce que ne nous dit pas non plus ce Russell Edwards, c'est que l'ADN qu'il a trouvé sur le châle, ou le chemin de table, c'est selon. C'est selon. C'est selon. Cet ADN-là, il ne nous mentionne pas que c'est en fait de l'ADN MT ou de l'ADN mitochondrial. Et l'ADN mitochondrial, contrairement quand on écoute des séries policières, puis on a trouvé son ADN sur la scène de crime, on parle ici de l'ADN nucléaire. Okay. L'ADN nucléaire, les chances que quelqu'un d'autre ait le même ADN que toi, l'ADN nucléaire, c'est une chance sur 100 milliards. Donc, tu comprends, c'est comme... On est unique avec cet ADN. On est unique avec l'ADN. Mitochondrial, c'est autre chose. Ouais, l'ADN mitochondrial, en fait, c'est une signature ADN qu'on retrouve dans les mitochondries des cellules, des cellules, et qui est transmise essentiellement de la mère vers la progéniture, vers ses enfants. Mais seules les filles de cette progéniture-là vont le transmettre à leur tour à leurs enfants. Okay. Donc, ça ne suit que la lignée maternelle. Et l'ADN mitochondrial, il a l'avantage d'être beaucoup plus résistant que l'ADN nucléaire, parce qu'on parle ici quand même d'une pièce de tissu qui est vieille de 100 ans. Un siècle. Donc, c'est un ADN qui se dégrade moins facilement que l'ADN nucléaire. En revanche, c'est un ADN qui est beaucoup moins précis. Dans certains groupes ethniques, par exemple, là, on passe, je t'ai dit, pour l'ADN nucléaire, on va sur 100 millions ou 100 milliards, peu importe. Mais dans le cas de l'ADN MT, là, dans certains groupes ethniques, là, on passe à quelques milliers d'individus, sur quelques milliers d'individus. Fait que dans la même ville, il pourrait y avoir plusieurs personnes. Écoute, si on regarde, là, l'ADN MT qu'a isolé Russell Edwards, d'un côté comme de l'autre, que ce soit du côté de Catherine Eddowes ou du côté de Aaron Kosminski, on a à peu près 400 000 Britanniques qui pourraient correspondre à... se construire une coupe de prison entre-temps. Qui pourrait correspondre à cette idée. Bref, ce n'est rien de plus qu'une espèce de gymnastique pour tromper les gens un peu. Ça se peut que Russell Edwards y croit vraiment à son histoire, mais sur le plan de la science, quand on décante toute l'information, on s'aperçoit que tout ça, c'est un peu de la foutaise, puis ça mène strictement nulle part. Donc, je me sentais, comme je suis très concerné par l'histoire des crimes de l'Éventreur, je me devais, parce qu'au cours des derniers mois, beaucoup de gens m'ont dit « Hey, ce livre-là est sorti en français, l'avez-vous lu? Je l'ai lu, c'est convaincant. » Mais quand on connaît l'histoire du châle et tout ça, on s'aperçoit que... C'est qu'il y a des preuves tangibles maintenant. C'est dur de passer à côté. Voilà, c'est ça. Donc, et encore une fois, c'est vrai ici, mais c'est vrai dans toutes les histoires qui nous concernent le paranormal. Ce que l'on ne nous dit pas, c'est souvent là que se trouve la clé de l'énigme. Voilà. Je reprends ma zapette. Oui. Parce qu'on vous présente un nouveau segment qui s'appelle « Celle-là, je la comprends pas ». Je t'ai parlé de Corridor Crew en début d'émission. Des gars qui font souvent, ils vont prendre justement des images que tout le monde dise « Ah, ça, c'est un extraterrestre ». Puis ils regardent ça, ils font comme « Non, ça, c'était fait avec tel logiciel ». Puis tu sais, ils sont vraiment extraordinaires. Mais des fois aussi, ils ne comprennent pas. Et j'ai pris l'une de leurs vidéos qu'ils ne comprenaient pas. Je suis allé en ligne et je n'ai trouvé d'autres. Des gens qui sont arrivés dans d'autres villes et je la comprends pas. Je la présente. Et si vous comprenez, vous, ce que c'est, merci de nous le dire parce que nous, on ne comprend pas ce que c'est. Donc, c'est arrivé, entre autres, en Floride, où on voit un hélicoptère qui poursuit 2 points lumineux. Et il y a plusieurs endroits. Fait que c'est arrivé en Floride, c'est arrivé également en Arizona. Et dans ce cas-ci, c'est 3. Et c'est toujours la même chose. C'est toujours un hélicoptère qui suit quelques points lumineux. Mm-hmm. C'est assez particulier. Et le meilleur... Mais on a-tu la certitude que ces images-là sont authentiques?
Bonne question. J'ai vérifié, puis effectivement, les vidéos sont authentiques. Ça ne veut pas dire, par contre, que ce qu'on voit est réel. Vois-tu, ça, puis il y a quelqu'un qui a apporté une bonne observation. Des fois, quand tu as besoin de filmer le soir des hélicoptères pour un film, ça te prend bien sûr un avion en avant qui va projeter de la lumière pour qu'on puisse voir un peu l'hélicoptère. Fait que c'est une des explications, mais ça peut très bien être autre chose. J'ai aucune idée ce que c'est. Toi, est-ce que ça dit quelque chose? Non, pas du tout. Ça aurait pu être, je sais pas moi, il y a certaines périodes, surtout en Floride, il y a certains moments où tu peux... ça m'est arrivé d'ailleurs quand j'étais à Orlando, j'ai vu quelque chose dans le ciel, je ne savais pas, mais c'était la même journée qu'un lancement de navette. OK. Mais si personne ne te le dit, tu prends l'image, tu pars avec l'idée que c'est ça. T'sais. Alors, dans ce cas-ci, j'ai aucune idée ce que c'est. Si vous avez une explication, gênez-vous pas, écrivez dans les commentaires. Et si vous avez aussi des vidéos que vous ne comprenez pas, gênez-vous pas pour nous les envoyer. Mais ici, c'est intéressant parce que on est vraiment dans la définition de l'OVNI, l'objet volant non identifié. Tout à fait. Donc, au moment où on se parle, pour moi, ça, c'est un OVNI parce que je n'arrive pas à l'identifier. Ça ne veut pas dire que c'est un véhicule extraterrestre, là, on s'entend bien là-dessus. Mais pour moi, là, au moment où on enregistre cette émission, pour moi, c'est un objet volant non identifié. J'ignore qu'est-ce que c'est. Je vais te l'envoyer tantôt, tu passeras un petit peu de temps là-dessus, tu m'en reparleras. On va parler au cours des prochaines semaines de plein de choses intéressantes. Le phénomène que tu aimes le plus au monde, c'est les poltergeists. Absolument. Puis moi, un des phénomènes qui me fait vraiment triper, c'est le phénomène de Philippe le fantôme. Oui. Ça fait des semaines que je te tanne avec ça. La raison pour laquelle j'aime autant ce phénomène-là, c'est qu'on a beaucoup d'images et c'est quelque chose qu'on peut reproduire. Voilà. Et l'histoire de Philippe le fantôme, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est quand même l'expérience la plus marquante de toute l'histoire de la parapsychologie. Oui. Donc, j'ai décidé, pour le prochain Lab Secret, on va faire un combo. Okay. Donc, je vais te parler d'une histoire de poltergeist qui, à mon avis, est vraiment une histoire de poltergeist hors norme. Oui. Et on va parler également de l'expérience de Philippe le fantôme, qui est peut-être une solution à l'énigme des poltergeists. Wow, avec image à l'appui. Merci beaucoup d'avoir été là. Passez une belle semaine. On se rejoint très bientôt pour un autre Lab Secret. Salut.